Salut, vous écoutez Guerrière par Maude Michaud, le podcast dans lequel on jase de toutes ces choses que tu vis en tant que femme qui n'ont pas d'allure et que tu devrais juste jamais vivre. Et aujourd'hui, on va se parler de la rivalité entre les femmes. Parce qu'on va pas se cacher qu'encore aujourd'hui, maudit qu'il y en a. J'ai goût de commencer ça en vous racontant une anecdote personnelle dont je donne d'ailleurs tous les détails dans mon plus récent livre Guerrière. Si vous ne l'aviez pas vu passer, j'ai publié au début du mois de mars un nouveau livre qui est un essai. Et j'aime pas l'appeler essai parce que souvent quand on entend essai, on est comme « Oh non, ça va être compliqué à lire, je vais être obligée de relire 4 fois la même phrase ». Non, on n'est vraiment pas là. Dans ce livre-là, je vous parle de la même manière que je vous parle dans ce podcast ou sur les réseaux sociaux. Je parle d'anecdotes personnelles que vous avez probablement vécues aussi pour qu'on se fasse une réflexion. On parle de standards de beauté, de complexes, on parle de notre difficulté à donner notre point de vue, à imposer notre point de vue quand c'est nécessaire parce qu'on a peur de choquer, parce qu'on a peur de déplaire, de notre culpabilité, de notre propension à s'excuser tout le temps. Bref, toutes les petites choses qui au quotidien touchent les femmes et rendent notre vie compliquée et rendent notre vie moins douce et font en sorte que notre vie n'est pas nécessairement celle qu'on aurait véritablement envie de vivre. Donc c'est vraiment le but de Guerrière. Et dans ce livre-là, je jase un petit peu de cette anecdote que je vous raconte dans le cadre de cet épisode-ci. Donc, quand j'étais plus jeune et jusqu'à tout récemment, là, je vous dirais peut-être une dizaine d'années, c'est pas si récent, mais bon, j'ai toujours considéré que j'étais one of the boys, depuis l'adolescence. Pour moi, les relations avec les gars étaient plus simples. Du moins, c'est ce que je disais. Je trouvais que les gars, ils étaient plus relax, ils étaient moins bitch, il y avait moins d'histoires avec eux autres. C'était vraiment plus le fun. Et je trouvais les filles souvent stiff, pas assez de party. Vous voyez le topo. Jusqu'à ce que je travaille pour une entreprise, il y a environ une dizaine d'années, un peu plus, qui était composée exclusivement d'hommes, à l'exception d'une seule femme qui était l'adjointe administrative. Et dans cette entreprise-là, les gars aimaient bien faire des jokes salaces sur les femmes, toutes sortes d'affaires, pas super. Et dans la salle de break, sur l'heure du midi, justement, tout le monde faisait ce type de blagues-là, et je riais. À l'époque, je riais parce que je me sentais pas concernée. Les femmes dont il était question dans ces blagues-là, pour moi, c'était les fameuses femmes stiff, plates et bitch que je n'aimais pas vraiment, mais ce n'était pas moi. Fait que je trouvais ça drôle. Donc, les premières années, j'ai ri. J'ai commencé à moins rire quand, quelques années après avoir intégré cette entreprise-là, j'ai eu un poste un petit peu plus haut placé et j'ai commencé à vouloir faire valoir mes idées, d'autant plus que j'avais la formation et les compétences pour le faire. Et je me suis vite rendu compte que, en réunion, on m'interrompait, qu'on m'accordait pas vraiment beaucoup de crédibilité, qu'on reprenait même mes idées parfois et que je me sentais de plus en plus dévalorisée. Et c'est là que j'ai compris que, dans le fond, les jokes qui étaient faits sur l'heure du midi à propos de ces fameuses femmes, c'était des jokes qui parlaient aussi de moi. Parce que ces gars-là, malheureusement, m'incluaient dans le lot. Je faisais et j'avais toujours fait partie de ces femmes, finalement, auxquelles on accorde si peu de crédibilité. Puis j'ai vraiment pogné un 2 minutes quand j'ai réalisé ça. Et j'ai compris que j'étais pas one of the boys. Plus que ça, j'ai compris que ma vie jusque-là, alors que j'arrêtais pas de dire que j'aimais mieux la compagnie des gars, que j'aimais mieux la compagnie des hommes, dans les moments les plus importants de ma vie, les moments les plus précieux de ma vie aussi, c'est pas des hommes mais des femmes qui avaient été là. Quand j'étais petite, dans la cour de récréation, puis je me faisais écœurer, c'est ma petite amie de fille qui était là à côté de moi. Quand j'ai eu ma première peine d'amour, c'est mes chums de filles qui m'ont pris dans leurs bras. Et même aujourd'hui, quand je vis différentes choses dans ma vie que j'ai besoin de me confier, même si j'ai une super belle relation avec mon père, c'est vers ma mère que je suis portée à aller aussi. J'ai réalisé que les femmes étaient vraiment super importantes dans ma vie, elles l'avaient toujours été. Et que cette idée-là, que la compagnie des gars, des hommes, était plus simple, plus le fun, plus facile, me permettait plus de m'épanouir, c'était pas vraiment vrai. Et ça m'a amené à me questionner à savoir d'où ça vient. D'où ça vient, cette histoire-là, cette espèce de rivalité-là, finalement, qu'il y a avec les femmes, à dire que les autres femmes sont stiff, ou sont moins belles, ou sont moins intelligentes, ou ils élèvent pas leur enfant de la bonne façon, ou d'où ça nous vient? Alors qu'on a pourtant tellement besoin les unes des autres. Mais qu'est-ce qui explique que donc cette rivalité entre les femmes? Écoutez, il y a plusieurs affaires.
La première, c'est quelque chose que je nomme régulièrement ici, mais on sait que très jeunes, les filles intériorisent le fait que leur valeur passe d'abord par leur apparence. On déconstruit tout ça en ce moment, c'est fantastique, mais on est encore très loin du compte. C'est encore un message que nos jeunes filles reçoivent, ne serait-ce que par le biais des réseaux sociaux et bien ailleurs. Et c'est d'autant plus le cas des femmes qui sont peut-être à l'écoute aujourd'hui, qui ont 25, 30, 35, 45 ans et plus, et qui ont définitivement intériorisé ce message-là. Donc, dans la mesure où on considère que notre valeur passe d'abord par notre apparence, qu'est-ce qui arrive si on croise une femme qu'on trouve plus belle que nous, selon les standards de beauté, soit dit en passant, un autre problème? Ben, si on la trouve plus belle que nous, l'interprétation qu'on risque de faire, c'est que cette personne-là a plus de valeur que nous. Et c'est inconscient, là, on se dit pas ça comme « Ah oui, cette personne-là a plus de valeur que moi ». Et ça fait en sorte qu'encore une fois, bien inconsciemment, on rentre un peu en compétition les unes avec les autres, en quête de valeur, parce que c'est important de sentir dans la vie qu'on a de la valeur. Et puisqu'on vit dans un monde qui nous dit que notre valeur ne repose que sur ce qu'on a l'air, ben forcément, on tombe dans la comparaison plutôt que de se regarder à l'intérieur et se dire « Hey, moi, j'ai plein de compétences, je suis drôle, je suis fine, je sais faire telle chose, j'ai tel trait de ma personnalité que je trouve super hot. » Toutes des choses qui pourraient servir à nous valoriser, mais qui ne sont pas justement valorisées, qui sont mis de côté au profit de l'apparence dans notre éducation. Ce qui fait que notre barème de valeur, c'est souvent ce qu'on a l'air. Et quand on se compare, c'est aussi un élément qui crée la rivalité entre les femmes. Quand je dis que ça évolue, je le crois vraiment aussi. Moi, j'entends de plus en plus de femmes se faire de compliments, les unes sur les autres, à propos de leur tenue, de leur sourire, de leur corps dans certains cas. Ça, je sais moins ce que j'en pense. Je trouve que c'est assez ambigu comme question. Je pense qu'en 2025... on devrait peut-être juste simplement ne plus commenter le corps des gens, ni positivement, ni négativement. Premièrement, parce qu'on ne connaît pas leur histoire, on ne sait pas de quelle manière ils vont le recevoir. Et chaque fois qu'on le fait, et là, je sais que je vais loin, là, il y en a qui vont faire « Ah oui, mais non! » Mais chaque fois qu'on on le fait, chaque fois qu'on fait un compliment sur le physique d'une femme, pour moi, on manque une opportunité de faire un compliment sur tout le reste de ce que cette femme-là est. Et je trouve ça dommage. Je donne la formation en entreprise, entre autres, et c'est souvent ce que je dis, plutôt que de faire un commentaire, un compliment à une femme concernant sa tenue, faites-lui donc plutôt un commentaire sur sa façon de travailler, sur son énergie, sur toutes sortes de choses qui sont dépendantes de sa volonté versus son physique et qui vont mettre de l'avant ce qu'elle a à l'intérieur plutôt que ce qu'elle a à l'extérieur. Donc, la valeur de l'apparence est définitivement une des premières choses qui crée de la rivalité entre les femmes. Il y a une autre chose qu'on intériorise très jeune aussi, c'est que pour avoir une vie épanouie, pour être reconnue comme une femme qui a du succès, eh bien, il faut prendre mari et enfant. Et là, vous allez me dire, ben là, on n'est pas dans les années 50. Non, effectivement, on n'est pas dans les années 50, mais reste qu'encore aujourd'hui, c'est une pression qu'on ressent. Si, comme moi, vous êtes né dans les années 80-90, vous avez grandi avec un paquet de princesses de Disney qui ne faisaient qu'attendre passivement le prince charmant et de comédies romantiques dans lesquelles il se passait à peu près la même chose. Et vous avez probablement rêvé d'un grand mariage et vous avez probablement multiplié les dates et la quête de prince charmant et vous avez probablement passé des heures et des heures à parler des gars avec vos chums de filles jusqu'à temps que vous trouviez le conjoint que vous avez maintenant ou peut-être êtes-vous toujours en quête de cette personne. Toujours est-il que trouver l'amour occupe une place ultra centrale dans la vie des filles, dans la vie des femmes, et que c'est quelque chose qui est très différent pour une grande partie des hommes. Est-ce que c'est important pour la plupart d'entre eux de trouver quelqu'un avec qui passer leur vie ou d'être amoureux? Je crois sincèrement que oui. Mais est-ce que très jeunes, ils partent à la conquête de la princesse charmante? Non. C'est un élément important dans leur vie, ce n'est pas l'élément central. Alors que dans notre cas en tant que femme, encore aujourd'hui malheureusement, c'est un élément qui est ultra central. Donc, dans la mesure où pour réussir sa vie en tant que femme, il faut trouver un conjoint, eh bien, on se retrouve à chercher ce dit conjoint, ce dit amoureux, et on se retrouve aussi par la même occasion en rivalité avec toutes les autres femmes qui cherchent la même chose que nous. Et je vais revenir un peu plus tard, c'est quelque chose qu'on voit, ma foi, dans à peu près toutes les séries et tous les films qui incluent des hommes et des femmes. Cette fameuse rivalité-là. Mais je mets ça sur pause, je vous reviens avec ça après.
Après l'apparence, après avoir trouvé l'amour, s'ajoute une troisième chose qui définit notre valeur en tant que femme encore aujourd'hui dans notre société, et c'est notre capacité à bien prendre soin de nos enfants et à bien nous occuper de la maison. Là, je sais que vous vous dites, écoute, elle est vraiment stockée dans les années 60. Non! Mais je suis à peu près certaine qu'une grande majorité des femmes qui m'écoutent en ce moment ressentent une pression insidieuse sur leurs épaules à différents moments à propos de la façon dont ils élèvent leurs enfants, à propos de la façon dont ils tiennent leur maison. Tu sais, je veux dire, combien de femmes se sentent honteuses que leur maison ne soit pas en ordre, par exemple, quand elles reçoivent des gens? Beaucoup. Versus les hommes, où il y en aura moins. Je dis pas qu'il n'y a pas des hommes pour qui c'est très important que la maison soit rangée, mais très souvent, on n'est pas à la même place. Donc, pour être reconnue comme une bonne femme, une femme qui a du succès, une femme qui a de la valeur, il faut être en mesure de démontrer qu'on est bien capable de s'occuper de son enfant, qu'on est bien capable de s'occuper de sa maison. Et j'ai bien l'impression, et ça c'est une parenthèse, que ça fait partie de ce qui crée le postpartum, la dépression postpartum, entre autres, au-delà des hormones, évidemment. Le fait de ressentir cette pression-là, de devoir performer la maternité quand, je veux dire, t'as les hormones complètement dérangées, que tu dors 2 heures par nuit, que tu apprends à découvrir un petit être, mais il faudrait déjà que tu sois très bonne. Je trouve que ça en est un très bon exemple. Donc, faut être bonne avec la maison, faut être bonne avec les enfants, idéalement, faut être bonne avec la bouffe aussi, et ça devient ça aussi un point de comparaison entre les mères. Quelle est la fameuse guerre de « moi j'allaite, moi je donne le biberon ». Qui fait la meilleure chose? Qui est la meilleure mère? Parce que c'est une façon de définir notre valeur en tant que femme, donc on cherche qui a le plus de valeur à ce propos-là. Qui a une maison spick and span? Qui a une maison en bordel? Parce que c'est celle qui a une maison le plus en ordre qui, dans l'ordre des choses, aurait le plus de valeur. Et ça crée toutes sortes d'éléments de comparaison entre les femmes au niveau du quotidien. Et la dernière sphère dans laquelle on observe toujours cette rivalité-là entre les femmes, c'est au niveau professionnel. On sait qu'on a intégré le milieu du travail depuis, on va se dire, les années 70-80, on y était avant de toutes sortes de façons, mais bon, on va y aller avec ça, là, où il y a vraiment une vague où les femmes sont retournées sur le marché du travail. Ça fait pas si longtemps, malheureusement. Ça fait déjà assez longtemps pour qu'on mérite l'égalité qu'on aurait toujours dû avoir, mais pas si longtemps encore, ce qui fait qu'il y a dans beaucoup de domaines, il y a encore des femmes qui doivent faire leurs preuves ou qui doivent patiner 2 fois plus pour pouvoir obtenir la même reconnaissance, entre autres. Et au-delà de ça, on sait que dans certains secteurs, je pense entre autres à tout ce qui est les postes de leadership dans les entreprises ou dans la sphère politique, ben on compte encore seulement une espèce de 35% de femmes pour un 65% d'hommes. Ce qui fait qu'on sait que même ce sont des postes qui peuvent intéresser des femmes, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Donc les femmes doivent constamment encore aujourd'hui faire leurs preuves et savent qu'une minorité d'entre elles auront la promotion, auront le poste dans certains domaines. Je suis très consciente que c'est loin d'être dans tous. Mais c'est ce qui fait en sorte aussi qu'elles se retrouvent encore une fois en rivalité les unes avec les autres. Je vous parlais des films un peu plus tôt qui illustrent vraiment bien cette rivalité-là qui est entretenue entre les femmes. Donc, on va se prendre comme exemple l'exemple de Disney. Dans les films de Disney, surtout les plus vieux films, mais c'est ceux qui ont marqué ma génération personnellement et peut-être aussi la vôtre, il y a souvent une histoire de rivalité féminine. Et souvent, elle s'opère entre une belle jeune fille et une vieille femme laide. La plupart du temps, c'est comme ça que ça fonctionne. Si vous prenez Blanche-Neige, par exemple, ben, elle est en rivalité avec sa belle-mère, qui la trouve trop belle, d'ailleurs, soit dit en passant, parce qu'elle est jeune alors qu'elle vieillit. Et là, il y a une rivalité entre les deux à ce propos-là. Si on prend Cendrillon, on est un peu dans un même cas de figure où on a encore une méchante vieille belle-mère et 2 demi-sœurs super pas belles, dans ce cas-ci, qui sont en rivalité avec Cendrillon et qui semblent la jalouser. Ils s'en servent, mais clairement qui semblent la jalouser aussi à cause de ce qu'elle a l'air. Dans La Petite Sirène, on a Ariel et Ursula, un peu le même combo. Donc Ariel qui est jeune, qui est belle, qui est naïve, qui est candide, et Ursula qui est vieille, qui est amère, qui est désillusionnée. Et on voit qu'il y a une rivalité, une compétition finalement entre les deux, à savoir qui va gagner.
Donc là, c'est très intéressant parce qu'il est non seulement question de la rivalité entre femmes, mais la rivalité entre jeunes et vieilles femmes. Comme quoi les vieilles femmes, selon Disney dans ces années-là, considéraient que forcément, elles étaient un peu comme périmées et jalouses de ce que les plus jeunes femmes pouvaient apporter. Mais ça nourrit une forme de rivalité entre les femmes quand même, cette idée-là. Et ça se continue avec des séries comme Sex and the City. On se rapproche un peu plus de notre réalité d'aujourd'hui. Donc dans Sex and the City, on suit 4 amies. C'est 4 filles qui s'aiment. Et on devrait assister à une relation d'amitié pure et dure. Pourtant, on sent qu'il y a souvent des tensions, des jugements, de la jalousie entre les femmes à l'intérieur de ce groupe-là. Que ce soit quand Carrie juge les choix de Miranda par rapport à la maternité ou que l'ensemble du groupe semble juger Samantha parce qu'elle ose vivre à sa manière et très intensément. On sent encore une rivalité à travers les choix, justement, que ces femmes-là font, dans le jugement qu'elles émettent les unes envers les autres. Alors qu'on devrait juste voir une belle histoire d'amitié. Dans Gossip Girl, encore plus récemment, pas besoin de vous parler de Blair et Serena qui sont des amies mais qui arrêtent pas de se trahir, se bitcher entre elles aussi, comme si toute relation entre filles devait forcément être malsaine et un peu toxique. Et même dans quelque chose là dont la dernière saison est sortie, écoutez, je pense à la fin 2024, Émilie à Paris. On suit Émilie qui est en rivalité avec Sylvie. Sylvie qui a l'impression que Émilie est plus compétente qu'elle et essaie de la descendre jusqu'à un certain point, semble lui en vouloir aussi d'être plus jeune, d'être plus jolie, d'être plus énergique. Et on voit aussi cette même rivalité-là après entre Émilie et Camille, alors qu'elle courtise le même gars. Donc, les patterns dont je vous parlais un peu plus tôt, que ce soit par rapport à l'apparence, que ce soit par rapport à trouver l'amour, que ce soit par rapport au choix de vie, à la famille et professionnellement, ben, on les voit entre autres dans ces séries-là et je trouve que c'est 4 belles représentations sur beaucoup parce que je suis à peu près certaine que vous prenez une très grande majorité des séries, des films et vous allez être capable de déceler cette rivalité-là entre des femmes à un moment ou à un autre. On entretient ça gros comme le bras. Concrètement, ça se manifeste comment? Dans notre quotidien, là, au-delà des émissions, ben, on parlait un petit peu plus tôt de la maternité, donc cette guerre entre le biberon et l'allaitement en est un bon exemple. Non, pour être une bonne mère, il faut absolument allaiter. Et là, les femmes qui donnent le biberon sont épouvantables. Il y a une volonté de se valoriser à travers son choix de mère pour dire hey, « moi, je suis une meilleure mère parce que j'ai décidé ça ». Même chose, puis on l'entend dans tous les sens. Donc, une femme qui décide de retourner très rapidement travailler après avoir accouché va être critiquée souvent par la société, mais entre autres par d'autres femmes, de pas s'occuper bien de sa famille. Ou à l'inverse, si elle décide de rester à la maison, sera critiquée parce qu'elle n'a pas assez d'ambition. Et cette rivalité-là se rend si loin qu'on l'entend même dans des discours féministes où certaines femmes qui tiennent des propos féministes vont dire « Ah oui, elle a dit ça, là, mais moi, je suis pas d'accord. Là, je pense qu'on est rendu bien plus loin que ça. Je pensais de même au début, là, mais j'ai vraiment beaucoup cheminé depuis, je suis rendue ailleurs. » Fait qu'il y a une volonté de diminuer le propos de quelqu'un pour se remonter jusqu'à un certain point aussi. Dans une optique de rivalité, il n'y a pas vraiment d'avantage à faire quelque chose comme ça. Par exemple, au niveau du féminisme, personnellement, je trouve fantastique que toutes les femmes qui ont envie de se positionner à ce propos-là le fassent selon leur couleur et à leur façon à elles. Et chaque façon de le faire est une pierre qu'on amène à l'édifice. Il n'y a pas de mauvaise façon de le faire. Mais ça allume rapidement pour plusieurs, et même pour moi parfois, parce que c'est des biais intériorisés qu'on a toutes, ce flambeau de la rivalité où je dis « Ah, non, moi je suis pas d'accord. Ah, non, moi. » Puis là, ça veut pas dire qu'on doit être d'accord avec tout ce que les autres font et avec tous leurs choix. Faut faire vraiment attention. Mais il faut se demander quand on est si critique à l'égard d'une autre femme, pourquoi? Et est-ce que ce jugement si critique-là est justifié? Et pour avoir fait l'exercice et continuer de le faire, parce que c'est un work in progress de vie, je me rends souvent compte que la critique que je m'apprête à émettre à propos d'une autre femme ou le jugement auquel je pense dans ma tête, ben il n'y a pas sa place. Pas du tout. Tout ça pour dire que depuis que j'ai fait cette prise de conscience-là à la fin de mon travail, là où j'étais avec une gang de gars, on se rappelle, on revient, c'était au début, je suis partie, évidemment, je ne suis pas restée là parce qu'à un moment donné, j'ai vraiment senti qu'on ne reconnaissait en aucun cas la valeur, les compétences et le talent que j'avais et que c'est pas vrai que j'allais continuer de vivre comme ça.
mais ça m'a vraiment pris de prendre un pas de recul et d'entrevoir les relations que j'avais avec les différentes femmes dans ma vie d'une toute nouvelle façon, puis d'une façon qui va quand même loin aussi. L'été passé, je suis allée au cinéma, je suis allée voir Les Belles-Sœurs de Michel Tremblay. C'est aussi une histoire que vous pouvez lire en détail dans Guerrière, celle-là. Et j'étais allée l'après-midi, donc quand je suis arrivée, c'était que des personnes, là, je vous dirais dans le coin de 70-75 ans et plus qui étaient là pour la représentation de l'après-midi. Pour celles qui ne connaissent pas Les Belles-Sœurs de Michel Tremblay, c'est une pièce de théâtre qui met en scène des femmes des années 50. 50. Dans leur quotidien, donc, qu'elles s'occupent du ménage, du lavage, des enfants sont débordés toute la journée, elles doivent aussi s'assurer de faire leur devoir conjugal. Vous voyez le topo, là. C'est ça, cette pièce de théâtre-là, qui a été adaptée au cinéma. Donc, je m'assis et mon cellulaire n'a plus de batterie. Donc, je suis obligée d'attendre. Chose qu'on fait pas souvent. D'attendre et de regarder autour de moi. Et je regarde ces femmes-là autour de moi, d'un certain âge. Je les écoute aussi, qui parlent de toutes sortes de sujets. Ils parlent de tarte au bleuet. Ils parlent de la promotion qu'elles avaient eue à un certain moment dans leur carrière. Ça passe par toutes sortes de choses. Il y en a une qui passe devant moi à un moment donné, puis je suis en train de manger du popcorn, puis elle me demande s'il est bon. Puis elle a l'air vraiment contente d'être là aussi. Je sais pas, elle me dit quelque chose. Je ressens comme un lien avec cette femme-là que je m'explique pas. Et le film commence et tout le long du film, où on voit ces femmes des années 50-là qui vivaient justement beaucoup de pression, la pression dont je viens de parler, entre autres aussi, je les vois réagir à différents moments. À quand, là, il y a une bonne femme qui passe le linge dans la tordeuse, là, puis là, je les entends soupirer. Je les entends réagir quand le mari bardasse trop fort ou que les enfants sont trop tannants. Ça leur rappelle des choses. Et ça me rappelle moi aussi des choses, même si je suis pas de cette époque-là. Et je sens l'espèce de tension et de malaise au moment où une des comédiennes doit faire son devoir conjugal et explique comment elle trouve ça difficile de devoir se donner à son mari chaque soir, même quand elle n'en a pas envie. Et là, assise là, avec ces femmes-là, je comprends quelque chose qu'écoutez, j'avais jamais compris en 40 ans de vie. C'est qu'en tant que femme, on marche toutes sur la même route. Les unes derrière les autres. On n'est pas à la même place, mais on est sur la même route. Celles qui sont devant pavent le chemin, puis on continue de le faire en marchant derrière elles aussi, mais on marche toutes sur la même route. On vit tous les mêmes combats. On a une réalité qui se ressemble beaucoup plus qu'on pourrait le croire. Et on a beaucoup à s'offrir, beaucoup à s'apporter, beaucoup de soutien à se donner, beaucoup de force à aller chercher en travaillant ensemble sur cette dite route qu'est la nôtre pour paver le chemin pour celles qui sont derrière nous aussi, c'est-à-dire nos filles. Et j'ai vraiment réalisé qu'on était, et je pensais jamais dire ça de ma vie, là, écoutez, là, moi, tout ce qui touche la sororité, tout ça, ça m'avait toujours fait lever les yeux au ciel, mais ce jour-là, au cinéma, j'ai vraiment réalisé qu'on était toutes des sœurs. On est vraiment toutes des sœurs. Et mon petit côté conspirationniste comprend que si existe une si grande rivalité entre nous, à propos de notre apparence, à propos de notre capacité à bien prendre soin de nos enfants, c'est un peu dans l'objectif de nous empêcher, de nous rassembler pour de bon. Parce que je vous le dis, avec notre force, avec nos convictions, avec tout ce qu'on est en tant que femme, parce que c'est extraordinaire d'être une femme et on est extraordinaire en tant que femme, si on pouvait toutes se mettre ensemble demain matin, la planète ne tournerait plus de la même façon. Il s'en passerait des affaires merveilleuses, là. J'aime vous dire et vous rappeler régulièrement que notre pouvoir en tant que femme est grand, mais notre pouvoir en tant que femme ensemble est vraiment énorme. Alors que vous soyez senti directement concerné ou non par ce que je viens de vous parler à propos de la rivalité, je vous invite vraiment à être attentive à votre manière de réagir devant d'autres femmes.
quand vous êtes sur le point d'émettre un jugement, une critique, même si vous ne les émettez pas à haute voix, avant même de les penser. Pourquoi je pense ça? D'où ça vient? Est-ce que c'est justifié? Est-ce que c'est bienveillant? Ou est-ce que je suis pas encore en train de créer une division entre des femmes qui mériteraient de s'unir? C'est ce qui complète cet épisode sur la rivalité féminine. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à m'écrire. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mon compte Spotify pour ne rien manquer des prochains épisodes. Bye!